Ok. Alors, on va commencer par l'hypoplasie du cœur gauche. Alors, moi, j'aime bien quand les cours sont interactifs. Bon, il n'y a pas énormément de monde sur place, mais n'hésitez pas, ceux qui sont sur place et aussi ceux qui sont connectés, à m'interrompre. Alors, moi, c'est un peu compliqué quand vous mettez des remarques parce que j'ai du mal à donner cours et à la fois lire les petites questions écrites. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole avec vos micros. Ça ne me dérange pas. Je ne vais pas vous en vouloir. Alors, est-ce que par contre, vous me voyez en plein écran ou en mode présentateur? En mode présentateur. Guillaume. J'ai la chance, j'ai mon appariteur qui est dans la salle. Accessoirement, mon chef qui. Ouais, quand Merci Guillaume. Ah, voilà, remerciez tous Guillaume pour son excellent travail. Il est rodé à Marseille parce que bon, Bastien. Tous les matins, C'est parfait. il fait ça. Tu vois, ça prend un quart de seconde. Bon, alors, vous allez me dire l'hypoplasie du cœur gauche. Pourquoi est-ce qu'on consacre 1 heure à cette pathologie qui est quand même extrêmement rare? C'est vrai, c'est rare, hein, puisque sur l'ensemble des cardiopathies congénitales, ça fait à peu près 1%, 1 à 4% des cardiopathies congénitales. Donc, c'est quand même rare. Alors, quand je vous parle de l'hypoplasie du cœur gauche, c'est la vraie hypoplasie du cœur gauche dont je vais vous parler, je vais vous la détailler. Alors, pourquoi on y consacre 1 heure? Parce que c'est une pathologie, à partir du moment où on a commencé à s'y intéresser, c'est-à-dire fin des années 80, fin des années 90, enfin s'y intéresser, je veux dire la prendre en charge avec les Norwood, les opérations de Norwood, c'est une pathologie qui a appris énormément de choses aux cardiopédiatres et aussi aux réanimateurs, surtout aux réanimateurs, et vous allez comprendre tout au long des slides pourquoi c'est une pathologie qui est tellement intéressante. Aujourd'hui, elle apprend beaucoup de choses aux neuropédiatres et aux neuropsychologues, hein, vous l'avez appris, malheureusement, mais bon, voilà, c'est pour ça, je pense que c'est vraiment une pathologie intéressante. Alors, quand vous regardez en anglais sur PubMed, on va vous parler de Hypoplastic Left Heart Syndrome, raccourci HLHS. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un syndrome. La définition du syndrome est qu'on associe plusieurs choses. Et en effet, qu'est-ce qu'on associe? L'hypodéveloppement de plusieurs structures du cœur gauche qui vont conduire à donc un problème à l'éjection du cœur gauche. Et donc, plusieurs structures sont impliquées. Il y a le VG, il y a l'aorte, il y a la valve aortique, la valve mitrale, de façon variable, comme vous allez le voir. Alors, attention, c'est, comme on dit toujours, c'est le développement de la valve aortique et du ventricule gauche qui vont conditionner le caractère univentriculaire, pas le développement de l'aorte. Donc, si je n'ai qu'une petite aorte, mais que la valve mitrale et le ventricule gauche sont bien développés, je ne suis pas nécessairement dans une circulation univentriculaire parce que je peux éventuellement proposer une réparation qui va être biventriculaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un syndrome d'hypoplasie du cœur gauche. Par contre, si ma valve mitrale est mal ou non développée, ou mon VG est vraiment petit, à ce moment-là, on rentre dans l'hypoplasie du cœur gauche de type ventricule unique. D'accord? Donc ça, c'est une notion importante. Alors, juste avant de vraiment décrire l'hypoplasie, est-ce qu'on sait un peu d'où ça vient? Quelle est l'étiologie, la physiopathologie? Alors, comme toutes les malformations cardiaques, on n'en sait pas grand-chose et donc on pense que c'est à la fois génétique
et peut-être aussi un problème hémodynamique, donc de problème de flux dans les cavités gauches pendant la vie fœtale. Et on a des arguments pour cela. D'une part, la génétique. Oui, on connaît certains gènes. On sait aussi, par exemple, que l'hypoplasie du cœur gauche se voit dans les turnaires. Quelles sont les autres malformations qu'on peut avoir dans le turnaire? Répondez-moi oralement. Alors, c'est quoi les autres Bon, vous savez ce que c'est le turnaire. Qui sont les pédiatres présents? Coarctation de l'aorte. Coarctation de l'aorte, très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Bicuspidie aortique. Bicuspidie aortique. Donc, c'est tout le cœur gauche. Hein. Et alors, autre chose qui est un petit peu plus rare, mais qu'on peut voir aussi, c'est les retours anormaux veineux pulmonaires. D'accord? Les RVPA, on peut les voir dans le turnaire aussi. Et pourquoi on n'aime pas opérer les turnaires quand ils ont une coartation? Pourquoi on n'aime pas les voir en salle d'op? Pourquoi on n'aime pas les voir au caté? Quelqu'un a une idée? Au fait, parce qu'ils ont en plus une fragilité de la paroi aortique et donc ils font plus facilement des dissections, des déchirures. Bon, ça m'éloigne de l'hypo-VG, mais c'est un peu pour rendre le cours dynamique. Donc, dans le Turner, pathologie du cœur gauche, y compris éventuellement hypoplasie du cœur gauche. Et puis, la réduction des flux des cavités gauches, mais vous savez, dans toutes les pathologies, on pense que s'il n'y a pas de flux pendant les vies fœtales, la vie fœtale, ça va empêcher un ventricule de grandir et ça va empêcher une valve de bien se développer. Donc, c'est probablement une combinaison, dans certains cas peut-être plus génétique, dans d'autres cas plus hémodynamique, mais on n'en sait pas beaucoup plus à ce jour. Alors, quand on décrit anatomiquement, je vais faire ma description d'abord au niveau général, sur les caractéristiques générales, et puis segment par segment. Alors, vous savez que vous l'avez appris, vous avez eu des cours sur les classifications, sur la description échographique. C'est une description qui doit être séquentielle et on commence en général, vous le savez, par décrire où est le cœur, est-ce que c'est un situs solitus ou non, et est-ce qu'il y a une concordance. Alors, ce qui est bien dans l'hypoplasie du cœur gauche, c'est qu'en général, ces trois caractéristiques initiales que vous êtes obligé de décrire, en général, elles sont normales. C'est extrêmement rare d'avoir une hypoplasie du cœur gauche en dextrocardie ou d'avoir une hypoplasie du cœur gauche en situs inversus. D'accord? Et en général, la concordance atrioventriculaire et ventriculo-artérielle est normale. Heureusement, parce que c'est déjà beaucoup de choses d'avoir un cœur hypoplasique. Donc, heureusement que tout ça, au moins, est en général normal. Après, vous savez très bien qu'on peut dire des généralités et puis, évidemment, il y a des éléphants roses, donc je ne mets jamais 100%. Mais en général, c'est comme ça. Et puis, si on veut décrire anatomiquement, on va décrire les veines pulmonaires. Je le fais de façon séquentielle, pas en ordre de fréquence, mais de façon séquentielle. Les veines pulmonaires et l'oreillette gauche peuvent être anormales, la valve mitrale peut être anormale, ventricule gauche, la plupart du temps évidemment, valve aortique, aorte. Les structures droites, occasionnellement, peuvent être anormales aussi. Je me souviens d'un enfant, il y a très longtemps, que j'avais vu avec hypoplasie du ventricule gauche typique, tout petit VG, et en plus, il avait une sténose très sévère de la valve pulmonaire. C'est un très mauvais début dans la vie, forcément. Cet enfant-là, on a décidé de ne rien faire. Je pense que c'est compliqué de naître avec des malformations des deux côtés, des malformations sévères. Donc, commençons par les veines pulmonaires et l'oreillette gauche.
très souvent, dans la pathologie typique de l'hypoplasie du cœur gauche, l'oreillette gauche est petite. Alors, le septum interauriculaire, par essence, normalement, pour pouvoir bien fonctionner, il faut qu'il y ait une communication. Mais elle n'est pas toujours large. Et le problème, c'est qu'il peut même être intact, le septum interauriculaire. On peut avoir une petite oreillette, je vais vous montrer des exemples, une petite oreillette avec très peu de communication entre les oreillettes. Et donc, un septum dévié vers la gauche. Le problème de ça, vous avez déjà une petite mitrale, un petit VG, peut-être une petite aorte. Si en plus vous n'avez pas de CIA, le sang il a vraiment du mal à circuler. Donc on a une oreillette gauche à haute pression, des veines pulmonaires à haute pression depuis le prénatal. Et donc dans ces cas-là, on peut avoir vraiment des veines pulmonaires extrêmement épaissies en raison de cette haute pression et même des lymphangiectasies pulmonaires parce que quelque part, la circulation veineuse pulmonaire ne se fait pas bien, voire même des connexions entre la circulation veineuse pulmonaire, des communications tout à fait anormales. Et je vais vous montrer, regardez ici, ça c'est alors c'est toutes des photos que j'ai prises d'un excellent article qui est maintenant un peu vieux, qui était écrit par Anderson, donc d'Angleterre, qui toujours fait des très beaux papiers avec des exemples histopathes et échographiques. Et vous voyez ici, donc ça, c'est l'oreillette droite avec la valve tricuspide, donc qui sont tout à fait normales, avec le ventricule droit, voilà. Et par contre, un septum interauriculaire qui est vraiment dévié avec une toute petite oreillette gauche. Vous voyez que le septum, il est épais et on a ici une atrésie mitrale avec un tout petit VG. Comprenez bien, ici, il y a probablement une petite communication, mais vous comprenez bien que si tout le débit doit passer par là, ça pose quand même quelques problèmes. Et vous voyez ici un exemple aussi d'hypo-VG. On voit sur cette coupe même, on ne voit même pas le VG, mais bon, il existe, hein, il est juste mal déroulé. Mais vous voyez bien que l'OG, elle est petite. Il y a en plus, mais je vais vous en parler après, vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'anormal déjà au niveau des veines pulmonaires. On a une accélération qui commence là. Donc, vous voyez bien que tout ce qui est OG, veine pulmonaire chez ce bébé, n'est pas normal. Et ça, ce sont des choses qu'on peut voir dans les hypo-VG qu'il faut rechercher. Parce que vous pensez bien que si on a des problèmes de ce côté-là, et je vous montre un autre exemple. Vous voyez ici, ventricule droit, septum interauriculaire, avec une toute petite OG. Ça, ce sont les veines pulmonaires. Alors, les veines pulmonaires, normalement, elles n'ont pas de paroi. Oui. Vous ne voyez pas la souris? Attends. Ah, mais du coup, moi, je ne la vois plus. Ah ouais. Ah bon? Attends. Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Alors, je vais me tourner vers l'écran, alors, en espérant que le micro... Vous m'entendez encore? Bon, ici, donc ça, c'est l'oreillette droite. Vous avez le septum épais ici, et puis petit OG, et vous voyez les veines pulmonaires ici avec des parois extrêmement épaissies, parce que c'est à haute pression que ça circule mal. Vous voyez le petit VG ici. Vous voyez ici l'histologie des parois veineuses pulmonaires extrêmement anormales. Donc, vous pouvez imaginer que ces enfants ne vont pas bien. Cette haute pression peut même engendrer des lymphangiectasies pulmonaires parce que même la lymphe, il n'y a rien qui draine bien. Regardez au niveau des images des poumons, l'aspect avec la lymphe qui ne circule pas. Ici aussi, on a des lymphangiectasies. Rien ne circule. Et comme montré dans le schéma, il peut même y avoir développement de collatéral
entre les veines pulmonaires et un système à plus basse pression. Mais vous pensez bien que ces enfants-là, quand ils en sont à ce point-là, ils ont une espérance de vie extrêmement mauvaise. Ils ont un état clinique à la naissance respiratoire qui souvent est incompatible avec la vie. Je vous parle là un peu des cas extrêmes, mais ça existe. D'accord? Alors, on descend, on arrive au niveau de la valve mitrale qui, en général, est hypoplasique, soit sténosée, soit complètement atrétique, avec très souvent la fibroélastose des piliers. Donc, la fibroélastose avec un aspect, et on va le voir ici sur, vous voyez ici, c'est le VD, ici on a le VG, on voit cet aspect nacré blanc qui témoigne d'une mauvaise vie, d'une tension trop importante au niveau de toutes ces structures pendant la vie fœtale. Et cet aspect de fibroélastose des piliers, on le voit également quand on fait l'écho avec un aspect trop clair. Ici, on voit un aspect hyperéchogène des piliers, et je vous parlerai du ventricule, mais aussi un aspect hyperéchogène ici, au niveau de l'endothélium du ventricule gauche. D'accord? Donc, ces aspects de souffrance et de fibroélastose qui sont extrêmement caractéristiques. Alors, donc, le ventricule gauche, cavité hypoplasique par définition. Alors, très souvent, on a cet aspect extrêmement épaissi du muscle, qu'on peut bien voir en écho aussi, mais pas toujours. Alors, ici, il y a la fibroélastose. Je vous ai dit que l'endocarde, on ne le voit pas très bien ici, mais par contre, on le voit très bien ici, avec cet aspect complètement nacré de l'intérieur du ventricule. Alors, le muscle n'est pas toujours aussi épais, hein, mais parfois, on a ces formes extrêmement épaisses. Et vous voyez ici, la voie de sortie du VG est complètement atrétique. D'accord? Au niveau de la valve aortique, d'ailleurs, on peut avoir l'atrésie complète de la voie de sortie, comme vous l'avez vu dans l'image en dessous, et je vais vous remontrer en écho. Mais on peut avoir aussi l'atrésie uniquement au niveau de la valve. On peut avoir une sténose aortique serrée avec hypoplasie de l'anneau, ou on peut même avoir une valve d'aspect normal. Je vais vous le montrer après, de bonne taille, mais en général, ce sont des enfants qui ont une hypoplasie, mais avec communication interventriculaire. Parce que s'il n'y a pas la communication interventriculaire, il n'y a pas suffisamment de sang qui fait évoluer, qui fait grandir la valve. Je vais vous montrer des exemples. Regardez, ça correspond à peu près à l'image anapathologique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, c'est le VG. Hop, non, je suis partie. Hop, attendez, j'essaye de me retrouver. Hop, où est ma flèche? Non, mince. Ah, voilà. Donc, vous voyez le VG ici. Vous voyez la fibroélastose. Vous voyez l'absence de voie de sortie. Au fait, l'aorte est là, mais il n'y a pas de voie de sortie. D'accord? Et puis, évidemment, l'énorme VD au-dessus qui assure toute la circulation. Vous voyez, c'est ici aussi une hypoplasie du cœur gauche. On voit un petit peu de fibroélastose, hein, des piliers ici, de l'endocarde. On voit une valve mitrale très mal foutue, petite, avec une fuite importante. La valve aortique est petite, mais elle est là, avec une aorte ascendante qui n'est pas si petite que ça. Donc, vous voyez, on a une variété dans les formes d'hypoplasie qui est assez importante. Et même chose au niveau de l'aorte,
on peut avoir, et on a souvent une hypoplasie de l'aorte ascendante importante, surtout s'il y a une atrésie de la valve aortique associée. Alors, quand on a une aorte ascendante très petite, comme ici, vous voyez ici, ça c'est l'aorte ascendante, extrêmement petite. Ça c'est la crosse de l'aorte. Ici, on arrive à l'insertion du canal. Ça c'est l'AP. Et par contre, on peut avoir d'autres formes où l'aorte ascendante est bien développée. Par contre, on a une arche transverse qui est microscopique. Et puis, on a d'autres formes où finalement le début est bien et on a juste une coartation, mais ça, c'est beaucoup plus rare. On est plus souvent dans ces cas-là. Ce cas-là, surtout quand il y a une atrésie au niveau de la valve aortique. Ces cas-là, en général, la valve aortique est relativement bien développée et il y a un certain flux qui passe par la valve aortique, mais qui va préférentiellement vers le cerveau. Et puis, par contre, au niveau de cette partie-là, il n'y a pas grand-chose comme flux qui est passé pendant la vie fœtale. On a une hypoplasie très sévère. Et puis, le développement est de nouveau bien après l'insertion du canal. Donc, vous voyez, là aussi, des présentations extrêmement différentes. Et on peut vraiment trouver tout ça en échographie. Alors, regardez ici, c'est très traître. Hein. Et au fait, l'aorte ascendante, elle est ici. D'accord? Et j'ai un autre exemple. Hop, pardon. C'est trop vite. Regardez ici. L'aorte ascendante, qui est toute petite, vous la voyez? Hop, ici. Donc ça, c'est extrêmement important de décrire tous ces différents segments dans l'hypoplasie. Le large canal, vous allez le décrire évidemment aussi. OK. Qu'est-ce que ici? Voilà. Alors, je vous avais parlé que dans certains cas, la valve aortique peut être tout à fait normale, bien développée. C'est en général. Alors qu'il y a un tout petit ventricule gauche, en général, ce sont les cas ici avec CIV, atrésie mitrale. Vous voyez, ça c'est un très beau petit modèle reconstruit. Vous voyez, il y a une atrésie mitrale, il y a un hypo-VG, il y a une large CIV, et c'est grâce à cette CIV qu'au fait, la valve aortique s'est bien développée. Là, évidemment, il y a atrésie mitrale, il y a petit VG, donc ce sera d'office un ventricule unique, même s'il y a une belle aorte. Dans l'autre sens, non. Mais comme ça, c'est forcément VU. Alors, vous voyez ici aussi un autre cas. Là, cet enfant a plusieurs CIV, atrésie mitrale, plusieurs CIV et un beau développement de la valve aortique. Ben là aussi, atrésie mitrale, donc on sera obligé de le prendre en univentriculaire. Alors, passons maintenant à la présentation clinique. Comme vous savez, l'hypo-VG, comme l'écho prénatal est quand même extrêmement anormal, c'est une anomalie qui est très souvent diagnostiquée, de plus en plus souvent, diagnostiquée en anténatal. Alors, je vais juste regarder parce qu'il y a peut-être quelques questions. Non, c'est des réponses. OK, ça va. OK. Donc, le diagnostic est très souvent fait avant la naissance. Pas toujours, néanmoins, mais de plus en plus souvent. Et donc, je ne vais pas trop parler de la prise en charge prénatale. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vous parlent de ça, mais évidemment, il est extrêmement important quand ce diagnostic est fait qu'il y ait une information complète à la famille. Le plus compliqué aujourd'hui est probablement d'y associer l'information autour du neurodéveloppement. Mais bon, vous avez eu
un long exposé là-dessus juste avant moi, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important, avec évidemment la question principale, est-ce qu'on continue ou pas la grossesse? Si les parents optent pour la prise en charge, un cariotype standard est proposé, mais rien de plus. Une naissance en maternité type 3, évidemment. Alors, j'ai mis la dernière phrase, VG borderline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est le VG qui est ni blanc ni noir, qui est quelque part entre deux, et qui souvent pose d'énormes problèmes à nous, les cardiopédiatres, de gestion, d'arriver à situer correctement la prise en charge postnatale. Je ne vais pas trop en aborder pendant ce cours-ci, mais c'est important de savoir que la vie n'est pas toujours noire ou blanche, qu'elle est souvent grise. Ah, j'ai eu peur. Je n'ai plus avancé. OK. Alors, si le diagnostic anténatal n'a pas été fait, sachez que c'est souvent des bébés qui naissent à terme, qui ne sont pas très gros. Hein. La circulation prénatale fait que finalement, ce n'est pas comme les transpos. Les transpos, c'est souvent des gros bébés. Les hypo-VG, c'est plutôt des petits poids, pas toujours, hein, mais on peut facilement avoir un 2,8 kg ou à peine 3 kg. Je vous ai dit, les anomalies génétiques, on peut avoir le Turner, mais c'est quand même assez rare. Et les anomalies extracardiaques associées à l'hypo-VG ne sont pas trop fréquentes non plus. 12%, mais bon, comme toujours, il faut garder un œil et il ne faut pas se limiter de ne regarder que le cœur. Alors, si le diagnostic n'a pas été fait et que donc, évidemment, c'est assez facile avant la fermeture du canal, tout va être mélangé. On va avoir une cyanose, mais qui ne va pas être extrêmement importante. L'enfant, ça ne va pas être comme une transpo avec un enfant à 60% de SAT. Donc, c'est une cyanose souvent qui est relativement discrète tant que le canal est ouvert. Et c'est pour cette pathologie, probablement, que le dépistage systématique par oxymétrie dans la maternité peut avoir un intérêt. Ça ne se fait pas partout, ça se fait... voilà, c'est contesté. Alors, quand on a un programme qui marche très bien en prénatal, ça peut être contestable. Par contre, dans les régions ou dans les pays où le dépistage anténatal n'est pas parfait, je pense que l'oxymétrie est vraiment bien, oxymétrie systématique à la maternité, ça peut vraiment être bien pour dépister des pathologies comme l'hypoplasie du cœur gauche. En général, il n'y a pas de souffle en plus, mais l'enfant va rapidement être polypnique quand même. Hein, donc, il y a des petits signes. Et puis, vous le savez, c'est surtout au moment de la fermeture du canal qu'on va avoir l'orage, l'enfant qui va se mettre très rapidement en choc cardiogénique avec cyanose, mais surtout signe de petit débit périphérique et donc très rapidement tachycardie, acidose, oligurie et des poux filants. Et à ce moment-là, mais ça, c'est une diapo que je donne aux internes de première année. Donc, c'est que du rappel pour vous. Le diagnostic différentiel avec le sepsis, évidemment, néonatal, mais surtout entre toutes les différentes pathologies du cœur gauche. Alors, lequel est le plus fréquent? Lequel est le plus fréquent? Coarctation. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? Qui dit coarctation? Plusieurs? Sepsis. Alors, le sepsis, mais ouais, alors j'avoue que je ne connais plus très bien quelle est la fréquence du sepsis en période néonatale. Mais si on exclut le sepsis parmi les cardiopathies, la coarctation, on est d'accord? Et ensuite, la RAO, hein, d'accord? Et puis IAO, interruption de l'arche aortique et hypo-VG, d'accord? Donc, le plus fréquent, quand même, numéro 1, c'est coarctation. Et donc, avec les poux différentiels et les tensions différentielles. Mais ça, c'est du rappel de base. Alors, la prise en charge qu'on fait à la naissance. Donc, évidemment, on ouvre ou on maintient, si le diagnostic a été fait en anténatal, le canal ouvert.
prostine, donc. Alors, ça peut peut-être dépendre des services, mais en général, ce sont des bébés qui ne sortent pas de l'unité de soins continus ou de réanimation avant d'être opérés. Pourquoi? C'est des bébés qui peuvent être extrêmement difficiles à équilibrer, même en préopératoire, au niveau de cette fameuse balance QPQS. Quand je vous ai dit qu'il faut avoir du respect pour cette pathologie parce qu'elle a appris énormément aux médecins et elle continue à apprendre aux médecins, c'est essentiellement par ça, parce que grâce à l'hypo-VG et les Norwood qu'on a fait dans les années 90, on a appris à mieux gérer la balance QP sur QS en réanimation. On a appris à gérer la balance des résistances pulmonaires sur résistance systémique. Et donc, ces enfants, il sera extrêmement important d'essayer d'avoir un débit pulmonaire avant le Norwood, hein, enfin avant l'opération, pas trop important. Donc, vous savez, vous avez vu la physiologie. Pour avoir un QPQS qui est proche de 1, 1,5, quelque part entre 1 et 2, il vaut mieux ne pas avoir beaucoup plus que 85 de saturation. Qu'est-ce qu'on risque si on a plus que 85? Qu'est-ce qu'on risque chez ces enfants? Donc, s'il y a trop de débit pulmonaire, comment? Ouais, mais ça, à la limite, qu'est-ce qui est plus dangereux? Il peut y avoir l'hémorragie pulmonaire, mais avant ça… Ouais, mais non. Qu'est-ce qui est… L'amélioration des résistances pulmonaires. Et vous êtes trop focalisé sur… Je vous dis, c'est un équilibre. Donc, un équilibre entre le poumon et le système général. Donc, si vous avez trop de débit pulmonaire, vous allez avoir trop peu de débit systémique. Et le systémique, c'est quoi? C'est les coronaires. Donc, on peut avoir du vol coronarien. Et donc, un bébé qui va détériorer sa fonction myocardique, déjà qu'il n'a qu'un VD, si en plus on commence à ne pas lui amener du sang, c'est pas bon. Et puis, surtout, je vous rappelle que c'est un nouveau-né. Qu'est-ce qui est à craindre s'il n'y a pas assez de débit systémique? Qu'est-ce qu'ils font, ces bébés? Entérocolite. Entérocolite nécrosante. Donc, attention, l'entérocolite nécrosante chez l'enfant avec hypo-VG, c'est vraiment une complication connue et redoutée, aussi bien en pré-op qu'en post-op, parce qu'on a en permanence la difficulté de balancer le QPQS, le RP sur RS. Le problème, c'est que, vous le savez très bien, la prostine, elle ouvre le canal, mais je ne peux pas doser, je ne peux pas déterminer, je veux un canal à 3 mm, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, ça ne marche pas comme ça. On met la prostine, il va s'ouvrir très large, ou parfois il va mal s'ouvrir, souvent il s'ouvre énormément, et donc on a un énorme canal qu'on ne peut pas nuancer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la perfusion pulmonaire? Comment on peut faire? Comment on peut gérer un bébé mince, alors j'ai mis de la prostine et il est à 90 de trucs. Je vois que le NIRS, parce que je suis dans une unité de soins continus où il mesure le NIRS viscéral et c'est très utile d'ailleurs, et je vois qu'il est en train de s'effondrer. Qu'est-ce que je peux faire? Oscillation. Aussi, ouais. Alors, moi, je suis une cardiopédiatre, hein. Donc je veux que vous me parliez en termes de résistance. Donc, je veux gérer la balance des résistances. Donc, je veux gérer mon QPQS. Donc, si j'ai trop de QP, qu'est-ce que je peux faire au niveau des résistances? Il faut que je monte les résistances pulmonaires ou que je baisse les résistances systémiques. Alors, baisser les résistances systémiques chez un nouveau-né,
C'est pas simple. Hein. On ne va pas aller mettre des IEC, hein. Je vous le déconseille. On peut aller l'intuber, mettre des chorotropes, mais c'est un peu lourd. Alors, on peut essayer de gérer les résistances pulmonaires, mais ce n'est pas simple. Et donc, souvent, si vraiment le bébé il ne va pas bien, il s'est mis en œdème aigu, il est en hyperdébit, vous allez devoir le ventiler et plutôt le ventiler trop peu pour qu'il ait des PCO2 plus élevés. Donc, surtout pas l'hyperventiler. D'accord? Et puis, si vous n'arrivez pas à le contrôler, il faudra appeler vos chirurgiens, demander qu'ils ne traînent pas trop pour faire le Norwood. Mais il faut, parce qu'on n'a pas énormément de moyens non plus d'augmenter les résistances pulmonaires, à part moins bien ventiler l'enfant pour qu'il ait des PCO2 plus élevés, monter un peu, s'assurer que l'hémoglobine soit bonne, mais enfin, je vous dis J2, J3, en général, l'hémoglobine n'est pas un problème. D'accord? Et puis, essayer de baisser les résistances systémiques. Donc, toujours gérer ça. Heureusement, la plupart des bébés, finalement, comme on fait les Norwood plus tôt, sur les 2-3 premiers jours, ils se maintiennent, puisqu'ils ont les résistances pulmonaires qui sont naturellement plus élevées. Et c'est pour ça qu'on n'a pas intérêt à trop traîner, parce que si vous traînez avec l'opération, vous allez avoir des problèmes. Mais donc, gardez toujours en tête que pour gérer le QPQS en cardiopède, ben, il faut gérer le rapport de résistance. Et c'est de la plomberie après ça. Après, le shunt interatrial, il est nécessaire, il est obligatoire et parfois on doit y intervenir aussi. Donc, 2 cas de figure. On est avant l'opération. L'enfant est trop bleu, donc c'est l'inverse de ce qu'on a dit. L'enfant est trop bleu, donc il ne reçoit pas assez de débit pulmonaire. Donc, je dois augmenter mon QP. Comment j'augmente mon QP? Soit en diminuant la résistance pulmonaire. Je baisse mes résistances pulmonaires. Bon, je vérifie, ouais. Je baisse mes résistances pulmonaires, donc qui peuvent être anormalement élevées parce que voilà, l'enfant fait de l'HTAP néonatal trop longtemps, il garde ses résistances trop élevées, ou il a inhalé, ou il a fait un sepsis. Donc, on peut l'hyperventiler, on peut donner de l'oxygène, on peut donner du NO. Mais attention, toujours vérifier à votre échographie que le sang que vous amenez au poumon est capable de circuler et que donc il n'y ait pas d'obstacle au niveau veineux, pulmonaire ou oreiller gauche. Alors, je vous ai montré des exemples où ça ne circulait pas très, très bien. D'accord? Si c'est une anomalie des veines pulmonaires que vous voyez à l'écho avec un flux très turbulent et des toutes petites, si vous avez fait un scan, une toute petite veine pulmonaire, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour ce bébé qui est très gravement malade et dont le pronostic va être très réservé. Par contre, si vous voyez que la CIA est restrictive, vous pouvez emmener l'enfant au caté et agrandir la CIA. Éventuellement, mettre un stent. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre un stent? Pourquoi on ne peut pas faire un Rashkin comme on fait dans la transpo? On va essayer, mais qu'est-ce que je vous ai montré sur les images d'Anapat? Il est comment le septum? Il est épaissi. Épaissi. Ouais. En plus, l'oreillette gauche est toute petite, donc je vais avoir du mal à rentrer mon ballon de Rashkin correctement. Et surtout, ce n'est pas du tout le même mécanisme que dans la transpo où vous avez un flap que vous pouvez déchirer. Là, c'est un septum mal foutu, une CIA toute petite. Et donc, souvent, il faut d'autres moyens. Si vraiment la CIA est restrictive et que vous ne pouvez pas aller vers l'opération, à ce moment-là, on peut être amené à mettre un stent. Et vous voyez ici sur les photos, ma flèche encore, voilà, hypo-VG, vous voyez ici un stent en place en attendant l'opération. D'accord? Vous comprenez? S'il y a des questions, vous m'interrompez. Hein? Ouh là là, mais je vois qu'il y a plein de... J'ai du mal à lire la discussion en même temps que le cours. Hein.
Je suis trop vieille génération. Et donc, l'autre cas, enfant mal perfusé, donc il est trop rose, il a trop peu de circulation systémique, donc il faudra qu'on diminue le débit pulmonaire. Donc, il faut qu'on augmente le débit systémique. Donc, on peut vasodilater en systémique, on peut augmenter les résistances en pulmonaire. Alors, évidemment, il faut quand même toujours vérifier que le canal est bien ouvert, puisque le canal est nécessaire pour la circulation pulmonaire, systémique. Donc, c'est le premier réflexe à avoir dans ces cas-là. Je vérifie que mon canal est bien ouvert. Et s'il est fermé, est-ce qu'il y a un problème de prostine ou il est en train de se fermer? Pas hésiter à changer la prostine, vérifier la dilution de la prostine. Toutes ces choses, c'est important. Si, par exemple, je vous l'ai dit, le QP est trop important, eh bien, il y a ce risque d'ischémie myocardique et surtout aussi entérique, avec le risque d'entéropathie, entérocolie. Et comme on a dit tout à l'heure, on peut à ce moment-là éventuellement hypoventiler. Alors, il y a ce qui était décrit aussi à l'époque, quand on opérait un peu plus tardivement, c'était d'abaisser la FiO2. Alors, en théorie, on peut ventiler à 19%. Mais il faut avoir le système pas facile quand même, pas très souvent. Heureusement, aujourd'hui, on opère plus rapidement, donc on a moins ces problèmes-là. Ou alors vasodilaté par les différents médicaments qu'on a dit. Une fois qu'on a décidé d'opérer, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs étapes. Et vous voyez, normalement, dans le VU, on décrit 3 étapes. Dans l'hypo-VG, il est important de mettre une étape entre chirurgie 1 et chirurgie 2. C'est ce qu'on appelle l'interstage en anglais. Je sais pas, l'inter-étape, je sais pas comment vous voulez le dire en français. L'interstage, ça dit bien. Pourquoi c'est important? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je dissocie, pourquoi j'individualise cette période-là? En fait, je vais vous le dire, c'est une période extrêmement, où le bébé est extrêmement fragile après la première intervention. De nouveau, parce qu'on peut avoir du mal à équilibrer le QPQS. Donc, il peut être trop rose, il peut être mal perfusé en périphérie. Et donc, c'est des bébés qui sont à suivre de très près et où souvent, en fonction des équipes, on va mettre un programme de surveillance différent. Il y a des équipes, par exemple à Londres, pendant longtemps, ces enfants restaient hospitalisés entre chirurgie 1 et chirurgie 2. Donc, les parents savaient que les 4 premiers mois, c'était à l'hôpital. D'autres systèmes plus fréquents mettent en place une surveillance à domicile avec saturation à domicile, poids, estimation, et puis visite chez le cardiopédiatre très régulière, par exemple toutes les 2 semaines. Donc, ça dépend en fonction des équipes, mais c'est une période extrêmement fragile. Et donc, c'est pour ça qu'il faut... Voilà, c'est vraiment une deuxième étape à passer. Il n'y a pas que la chirurgie qui compte, il y a aussi l'entrechirurgie. Et puis, il y a l'étape 2 et l'étape 3 chirurgicale. Bon, alors, la première étape interventionnelle, il y a 3 possibilités. Le Norwood classique, le Norwood Sano ou l'intervention hybride. Et pas sur cette dia, je vais vous en parler après. Alors, ce n'est pas un super dessin, mais je n'ai pas trouvé mieux. Qu'est-ce qu'on fait dans le Norwood classique? Le Norwood classique, donc ici, vous avez le VD. Du VD sort l'AP. On va utiliser, et puis on a le petit VG avec une petite aorte. Au fait, on va utiliser l'artère pulmonaire pour... Ah, je suis encore partie. Voilà. On va utiliser l'artère pulmonaire
qu'on va brancher à l'aorte, la petite aorte, vous voyez, on va en faire un seul vaisseau. La petite aorte donne les artères coronaires. Et puis, on met un peu de patch parce que souvent, il y a hypoplasie de l'aorte ascendante et un petit peu l'arche transverse. Donc, il y a souvent du patch qui est mis pour reconstruire l'aorte. Et puis, forcément, on a déconnecté l'artère pulmonaire des artères gauche et droite. Donc, on va perfuser par un Blalock. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair? Ça, c'est le Norwood classique. Le Norwood Sano, c'est un peu différent. Au fait, on va également reconstruire l'aorte de la même façon, avec l'AP, l'aorte, même reconstruction. Et par contre, plutôt que de mettre un shunt de Blalock, on va mettre un shunt VD-AP. Alors ici, il est dessiné à gauche du patient, mais il est parfois à droite du patient, peu importe. Alors, la physiologie de ces deux interventions, de la circulation après ces deux interventions, est assez différente. Avec, vous voyez ici un peu les récapitulatifs. Le Norwood, on va mettre un Blalock qui fait 3,5 à 4 mm. Dans le Sano, on va mettre un tube VDAP de taille variable aussi, 4 mm, 5 mm parfois. La perfusion, donc ici le Norwood et le Sano, il faut une CEC. Par contre, la perfusion pulmonaire, quand il y a un Blalock, elle va être continue, systolo-diastolique, d'accord? Alors que dans le Sano, elle n'est que systolique et pulsatile avec la contraction du VD. Donc, c'est extrêmement différent. Dans le Norwood, par contre, le Blalock, comme tous les Blalock, on a toujours très peur qu'il se thrombose. Et donc, il y a un vrai risque de thrombose. Dans le Sano, comme c'est le ventricule en dessous qui éjecte, il y a moins de risque de thrombose d'occlusion complète. Par contre, il y a un risque de sténose progressive de ce petit tube et qui peut fatiguer le ventricule droit. D'accord? Après, dans le Norwood, il n'y a pas de ventriculotomie, alors que dans le Sano, il y a une ventriculotomie. Ce qui fait que finalement, les deux ont des avantages et des inconvénients. Et que le choix, il y a des centres qui ont continué à faire des Norwood avec Blalock, alors que beaucoup sont passés au Norwood Sano. Mais ça dépend vraiment du centre. Et donc, il n'y a pas vraiment de supériorité nette démontrée de l'un par rapport à l'autre en termes de survie ou absence de transplantation à long terme. Et vous voyez le bénéfice qu'on a en période néonatale avec le Sano, qui est un peu plus facile à manager en post-opératoire. On le perd un petit peu plus tardivement parce qu'il y a plus de dégâts probablement au niveau du ventricule droit qu'on incise dès la naissance. D'accord? Donc, alors il y a une troisième type d'intervention qu'on peut faire, c'est la procédure hybride. Hybride, ça veut dire qu'on met un chirurgien et un cathétériseur dans la même salle. Et qu'est-ce qu'on va leur demander? Le cathétériseur, il va mettre un stent dans le canal et le chirurgien, il va mettre des petits cerclages sur les artères pulmonaires. D'accord? Et donc, il n'y a pas de CEC. Donc, le gros avantage, c'est qu'on pense que ça pourrait aider le neurodéveloppement. Mais ce n'est pas entièrement prouvé pour le moment. Et c'est des enfants qui sont assez compliqués à gérer au niveau hémodynamique, au niveau croissance des artères pulmonaires en post-opératoire. Donc, ce n'est pas top non plus. Ce n'est pas la panacée. Donc, pas tout le monde le fait. Voilà. Donc, il reste ces trois options. Et je vous montre. Excusez-moi, professeur. Oui.
Il y avait une question dans le chat, savoir si lors de l'intervention de Norwood, il y avait un geste qui était réalisé sur les coronaires comme une réimplantation. Non, parce qu'on garde la aorte ascendante qu'on va fusionner avec l'AP, le tronc de l'AP. D'accord? Donc, il n'y a pas de réinsertion coronaire. Ok, D'accord? merci. Et vous voyez ici un exemple, par exemple, de l'hybride. Alors, ce n'est pas l'intervention hybride, c'est un cathé fait après. Mais c'est pour vous montrer le stent. Hop, je suis encore repartie. Vous voyez ici, j'injecte l'aorte. Ben, il est parti, attends. Ah, bon, ça, hop. Je pense qu'il ne veut pas. Enfin, vous voyez ici en profil le stent dans le canal. Et ça, vous voyez, c'est des AP, le cerclage est juste avant. Et ça, par contre, c'est la procédure hybride, où c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de place, parce que le chirurgien est là, le chirurgien il prend beaucoup de place. Vous voyez ici, c'est le clan pour écarter le sternum. Il y a du matériel chirurgical. Et nous, au fait, le stent dans le canal, on le met en ponctionnant l'artère pulmonaire directement par la sternotomie. Donc, vous voyez, on est passé par là, on est dans l'AP et on place, hop, je remets ma flèche au bon endroit. Donc ici, vous voyez, on est passé, donc le devant du bébé est là, ça c'est le matériel du chirurgien pour écarter le sternum. On est passé par là, on a ponctionné le TAP, on a avancé un guide dans le canal artériel et on a mis un stent dans le canal artériel. Voilà, et là, c'est le stent en place dans le canal artériel. Alors, je vous ai dit, la période interopératoire est extrêmement importante parce que le QPQS est fragile, avec donc une morbidité, une mortalité extrêmement importante de sténose, de thrombose des shunts, d'obstacles au niveau de l'aorte. Or, on n'a qu'un seul ventricule qui est un ventricule droit. Si vous augmentez la post-charge, ce ventricule il peut dysfonctionner. On peut avoir trop peu de débit systémique, avoir une entérocolite et on peut avoir des troubles de la croissance. Et évidemment, les troubles du neurodéveloppement dont Johanna vous a parlé. Il faut les suivre de près, il faut bien les traiter avec de l'aspirine pour les shunts, des IEC pour le ventricule et surtout surveiller la SAT, surveiller la croissance, surveiller tout ça. Et puis, on va passer au deuxième temps opératoire qui est la dérivation cavo-pulmonaire supérieure bidirectionnelle, qu'on va aussi appeler DCPP ici en France, qu'on va appeler Glenn aux États-Unis, Aller en Belgique. Voilà, parce que je sais qu'il y a des Belges qui parfois suivent ce DU. Donc, tous ces noms différents pour dire qu'on va mettre la veine cave supérieure sur l'artère pulmonaire. Donc, on enlève le shunt de Blalock, on enlève le shunt de Sano et on met dans l'enfant dans une situation hémodynamique beaucoup plus stable. Il est parfois moins saturé, mais il est plus stable. Donc, on respire enfin. Et dans les équipes qui hospitalisent l'enfant, il va enfin pouvoir sortir à la maison après cette opération parce que c'est une circulation beaucoup plus stable. D'accord? Par contre, avant de pouvoir la faire, il faut s'assurer, comme tout ventricule unique, que les pressions pulmonaires soient basses, que les résistances pulmonaires soient basses, qu'il n'y ait pas d'obstacle sur l'aorte, que tout est bien, que le ventricule droit ait une bonne fonction. Donc, il y a tout un bilan préopératoire à faire. La plupart des équipes le font encore par cathétérisme, mais le scanner et l'IRM prennent une place de plus en plus importante. Et la troisième étape, qui en général est faite vers
entre 3 et 5 ans. Aux États-Unis, dans l'hypo-VG, ils le font plutôt vers 3 ans. En France, on est encore un petit peu plus vers 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est la DCPT, la dérivation cavo-pulmonaire totale, le Fontan, on appelle ça aussi dans beaucoup de papiers. Donc, je vous rappelle que Fontan était un chirurgien français, bordelais, qui a marqué l'histoire quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans le Fontan, qui aujourd'hui est un Fontan modifié par rapport à l'intervention initiale? C'est qu'on va mettre un conduit entre la VCI et les artères pulmonaires pour ainsi dériver entièrement tout le sang bleu directement vers les artères pulmonaires. Là aussi, on ne peut faire cette opération que si le ventricule fonctionne bien, si les résistances pulmonaires sont basses, si les PAP sont basses. Et donc là aussi, la plupart des équipes, en tout cas en France, continuent à faire des KT, mais là aussi, place de plus en plus importante à l'IRM et au scan pour évaluer ces enfants avant. L'échographie, évidemment, mais l'échographie, on la fait tous. En général, on fait un Fontan fenestré, c'est-à-dire qu'on laisse la petite fenestration, petit trou. Mais je pense que vous avez un autre cours sur les ventricules uniques, mais donc la fenestration, on laisse un petit trou ici qui sert de décharge. Après, surtout en post-op immédiat. J'ai encore 5 minutes, je vais essayer de terminer. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Vas-y, Marie. Oui. Alors, ils sont avant l'opération. S'il y a une atrésie, au fait, elles sont entièrement perfusées par voie rétrograde. Et même quand on va opérer, en fait, le chirurgien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en communication l'aorte native avec les 2 petites artères coronaires, avec ici le TAP. Donc maintenant, les coronaires, elles vont être perfusées directement après reconstruction. Mais avant la chirurgie, la perfusion était rétrograde. Voilà. Et donc, c'est des enfants qui sont souvent plus compliqués aussi à manager au niveau perfusion coronaire, surtout quand ils ont une toute petite aorte ascendante. C'est un peu un facteur de risque quand même quand il y a atrésie aortique et petite aorte ascendante. Mais la perfusion est rétrograde avant la chirurgie. Ouais. Et donc, dépend entièrement du canal et de l'ouverture du canal. Ouais. Il y avait une autre question. Oui. Ah, ça, c'est un gros débat. Les fenestrations qu'on laisse, qui servent en général de soupape après la chirurgie, en général, et c'est comme ça dans tous les ventricules, si 1 an après, c'est un ventricule qui fonctionne bien, un ventricule unique à montage Fontan qui est bien fonctionnel, on essaye de les fermer parce que comme ça, on enlève le champ droit-gauche qui est potentiellement source d'AVC et qui justifie les AVK. Donc, en général, on essaye de fermer. Mais si c'est un mauvais Fontan, il vaut mieux laisser ouvert parce que sinon, on risque d'augmenter les pressions veineuses et d'avoir les complications de l'hyperpression veineuse. Ouais, c'est un peu arbitraire. Hein. Beaucoup d'équipes en France, on attend une petite année et on cathétérise le patient 1 an après. Mais c'est très arbitraire parce qu'au fait, on part du principe que la fenestration est surtout utile pour le post-op immédiat. Et donc, on pourrait dire, mais pourquoi vous ne la fermez pas à 6 mois? Je suis d'accord avec toi, mais les habitudes, parfois, elles sont difficiles à... Alors, si un enfant a vraiment du mal avec ses AVK, eh bien, peut-être qu'on va le faire plus tôt, s'il est bien. Tu comprends? Après, on se donne 1 an pour laisser un peu les résistances, enfin, tout se réhabituer à la nouvelle circulation et s'assurer que l'enfant aille bien, etc. D'accord? Mais c'est souvent en France un peu l'intervalle qui est choisi. Il y a d'autres questions?
J'ai l'impression qu'il y a des petites... qu'est-ce qui permettra de perfuser l'aorte? Donc ça, Marine, dans le cas où le retour veineux systémique est dérivé par le Fontan et le VG. Ah, mais c'est le ventricule, donc c'est le ventricule droit qui va éjecter dans l'artère pulmonaire qui est unifié avec l'aorte. Hein, donc c'est ce que j'expliquais à Marine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il vous plaît, c'est quoi le pronostic après cette réparation univentriculaire? Alors, je vous ai montré tout au début, là, je vais remontrer si vous voulez. De temps en temps, il refuse de... Ah, diapo, peut-être que là. Hop, je vais vous montrer juste un diagramme que j'avais montré. Voilà. Ça, c'est une publication américaine, nord-américaine, reprenant les hypo-VG qui sont quand même dans des bons centres, hein, des bons centres comme Boston, etc., des gros centres chirurgicaux. Et vous voyez que, alors, ça date de 2014, donc il y a probablement, il n'y a pas beaucoup de données beaucoup plus récentes. Mais vous voyez que si on prend tous les hypo-VG, à 6 ans, donc post-Fontan, on est à peu près à 60%. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus.